Ce n'est pas la Guyane qui m'a pris Alain. C'est le fléau, c'est l'orpaillage. C'est un peu un métal maudit en Guyane, hein. Je veux dire, on meurt quand même beaucoup pour l'or. En fait, c'est une guerre qui ne dit pas son nom. C'est le seul théâtre opérationnel en territoire français. C'était la première fois qu'en matière de lutte contre l'extraction illégale aurifère, les conséquences étaient aussi dramatiques en ce sens qu'il y avait mort d'homme et mort d'un gendarme. À 200 km à l'ouest de Cayenne, la Mana, un fleuve qui traverse la Guyane. Mana est aussi un petit bourg d'ordinaire plutôt tranquille. Mais la jungle qui l'entoure peut vite ressembler à un enfer. Les chercheurs d'or sont prêts à y affronter tous les dangers pour trouver le précieux métal. Le sous-sol en est riche. Pour protéger cette ressource et faire respecter l'ordre républicain à plus de 7000 km de la capitale, les gendarmes traquent sans relâche des milliers d'illégaux qui viennent tenter leur chance sur ce sol français. Daniel Ferret est préfet de Guyane. Il sait à quel point faire respecter la loi dans la forêt amazonienne est difficile. La plus grande frontière de la France n'est pas avec l'Allemagne ou avec la Suisse ou avec l'Italie, elle est avec le Brésil, avec 700 km de frontière. Donc 700 km en zone de forêt amazonienne, c'est très difficilement contrôlable pour empêcher toute pénétration. Tout juste débarqué des Cévennes, l'adjudant Alain Claverie s'installe en juillet 2005 à Mana avec femme et enfants. Cette affectation est une promotion pour lui. À 39 ans, il prend le commandement d'une brigade territoriale. La principale mission des gendarmes de Mana est d'assurer la tranquillité des 8500 habitants, dont plus de la moitié sont étrangers, beaucoup en situation régulière. Depuis quelques mois, Mana est devenu le point de passage de pirogues clandestins venus du Suriname, le pays voisin, ancienne colonie néerlandaise. Ils transportent de la nourriture et de l'essence vers des sites d'orpaillage illégaux. Samedi 7 janvier 2006, en début de matinée, Alain Claverie et ses collègues voient passer sur le fleuve, à la hauteur de la brigade, une pirogue chargée de bidons d'essence. Ils décident de procéder au contrôle de l'embarcation suspecte. Avec 3 collègues, Alain Claverie prend la route, direction Sosaba, un pont situé à une 60aine de kilomètres au sud de Mana. Evelyne Claverie se souvient de ce jour tragique. Après avoir déposé ses enfants à l'école, elle fait quelques courses avec une amie. On s'était mises toutes les deux à la terrasse de ce petit commerce pour boire un café et papoter. Et là, on a vu passer les 2 véhicules de gendarmerie, et avec Alain en tant que passager. Ça a été un petit clin d'œil et un petit coucou, comme il savait bien le faire, hein, quand il nous a vus. Voilà, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Au pont de Sosaba, l'adjudant Claverie et ses hommes réquisitionnent une pirogue pour partir intercepter l'embarcation suspecte. Après une rapide course-poursuite et un tir de semonce, le piroguier se plie aux ordres des gendarmes. L'homme n'a pas de papier. Il s'exprime uniquement en taki-taki, la langue des habitants du fleuve. Les gendarmes veulent le ramener avec sa pirogue à la brigade afin de l'interroger. Le journaliste Pierre-Yves Carlier a suivi toute l'affaire pour le quotidien France-Guyane. Pour lui, l'issue tragique de ce contrôle s'est jouée à l'instant précis où l'adjudant Claverie décide de séparer ses hommes en 2 groupes. L'un qui utilise la pirogue qu'ils ont empruntée pour remonter le fleuve, Claverie et Costa, qui montent dans l'embarcation qui a les fûts d'essence et qui décident de repartir vers Mana. Il demande au piroguier, qui a l'air à ce moment-là de ne pas vouloir faire de problème, de piloter lui-même son embarcation. C'était une pirogue en bois, donc avec un moteur très puissant. Elle était tellement chargée qu'elle était à flanc d'eau, enfin vraiment, et que ni Costa
ni Alain ne se sentaient la possibilité de ramener cette pirogue jusqu'à Mana. Donc le choix qu'a pris Alain, c'était donc de ramener la pirogue sur Mana, en laissant bien sûr le piroguier aux commandes. Le retour a lieu selon les procédures habituelles. Les deux pirogues naviguent côte à côte, RAS. Au bout d'une vingtaine de minutes, devant l'attitude coopérative du suspect, Alain Claverie ordonne même à ses collègues de retourner vers Sosaba pour rendre la pirogue réquisitionnée. À un moment, le moteur se met à tousser, ils ne savent pas trop pourquoi. Le piroguier se rapproche du bord, ils ralentissent. L'homme connaît bien la Mana. Il a repéré l'endroit idéal, tire brutalement la barre vers le milieu du fleuve et profite de l'effet de surprise pour s'enfuir. Claverie et Costa tentent de maîtriser l'embarcation qui commence à sombrer, sans succès. Bientôt, ils sont obligés, eux aussi, de se jeter à l'eau. Tout s'est enchaîné très très vite. Le piroguier, lui, a regagné la berge. Et Alain s'est retrouvé au milieu du fleuve, gêné par les bidons d'essence qui flottaient, enfin tout ce qui pouvait tomber de la pirogue. Et ils ont essayé de revenir vers la berge où Costa l'a aidé. Il lui crie de tout larguer, sa ceinture, si possible c'est les rangers qui, une fois qu'elles sont gorgées d'eau, vont l'empêcher de nager. Il lui crie qu'il y a un arbre qui pend apparemment au-dessus de l'eau, donc il lui crie l'arbre, mais il voit Claverie plonger une fois sous l'eau, une seconde fois, une troisième fois, et Claverie ne réapparaît pas. Le fleuve était haut, était tourmenté, et Alain n'est pas un bon nageur, et donc la fatigue peut-être aidant, enfin, voilà, donc Alain s'est laissé dériver, et Costa a longé la berge pour aller voir après les branches qui étaient dans l'eau pour le récupérer, et il ne l'a plus revu. Pendant qu'Alain Claverie est emporté par les flots, Thierry Costa parvient à s'accrocher à une branche et rejoint la terre ferme. Il trouve de l'aide pour retourner à Mana, où il va donner l'alerte. Non, sans avoir, et ça, c'est là où je ne le remercierai jamais assez, marqué l'endroit où il est tombé, où il est remonté à la berge, pour pouvoir ramener les secours à l'endroit où ça s'était passé. Et je crois qu'on n'aurait jamais retrouvé Alain. Les recherches sont interrompues par la nuit. Il y a peu d'espoir de retrouver vivant l'adjudant Claverie. Un hélicoptère et 8 pirogues mobilisées depuis hier. Les recherches reprises à l'aube dans le fleuve Mana en aval de Sosaba se sont soldées par une macabre découverte. Les plongeurs de la gendarmerie retrouvent le corps de l'adjudant Claverie sous l'eau, coincé dans les racines vers 10h30 ce matin. Âgé de 39 ans et en poste en Guyane depuis 6 mois, Alain Claverie dirigeait la brigade de Mana. Il laisse derrière lui une femme et 2 enfants de 8 et 10 ans. Poussé par le courant, le corps d'Alain Claverie est repéré dans une petite crique, cachée sous la végétation, à une quarantaine de mètres seulement de l'endroit où son collègue Thierry Costa l'a vu disparaître. Je sais que j'ai hurlé, les enfants s'est occupé de mes enfants, mais voilà, c'est cette sensation d'être sur un nuage et de ne pas croire que ça nous arrive et d'être complètement détaché. J'ai vécu dans cet état pendant très longtemps. Parce que non, on a du mal à croire que ça puisse nous arriver. Dans la petite ville de Mana, où tout le monde se connaît, la nouvelle de la mort du gendarme Claverie provoque émoi et consternation. Elle soulève aussi bien des questions. Certains s'interrogent déjà sur les circonstances du drame, comme Adolphe Achille, adjoint au maire de Mana. Le comble de l'absurde, c'est demander à celui qu'on va arrêter, mais aidez-moi à vous mettre les chaînes aux pieds, aidez-moi à vous mettre en prison. Mais c'est impensable ça. Alors, le gendarme, je ne vais accuser personne, mais sa mission l'a livré à la mort. C'est sûr qu'on peut se poser beaucoup de questions, mais aujourd'hui, je pense que c'est quand même moi et les enfants qui pouvons nous en poser le plus. Pourquoi, certes, mais pourquoi aussi les gendarmes ne sont pas plus protégés et plus conditionnés, plus informés par le quotidien de la vie en Guyane. La mort de l'adjudant Claverie provoque également un électrochoc dans toute la Guyane. C'est la première fois qu'un gendarme meurt dans une mission de lutte contre l'orpaillage illégal.
Une question est déjà sur toutes les lèvres. Dans cette jungle, les gendarmes ont-ils les moyens de mener leur guerre contre les orpailleurs clandestins? Une guerre qui empoisonne la Guyane depuis le début des années 90. À plus de 7000 km de Paris, la Guyane. Le plus vaste des départements français, 10 fois la Corse, recouvert à 95% par l'épaisse forêt équatoriale. Loin de Kourou, des fusées Ariane et de la haute technologie, la Guyane abrite aussi une autre réalité, celle de l'orpaillage illégal. Les voleurs viennent souvent du Brésil, tout proche. Ces garimpeiros, littéralement chercheurs d'or en portugais, seraient entre 10 et 15 000 en forêt. Pour arriver à leur fin, tous les moyens sont bons. Déforestation massive, utilisation du mercure pour récupérer l'or trouvé dans les rivières. Les dégâts provoqués sont considérables. Et pour alimenter en nourriture, matériel et essence les zones aurifères, un seul moyen, remonter les fleuves en pirogue en tentant d'échapper au contrôle. Le pillage de l'or en Guyane est évalué entre 5 et 10 tonnes par an. Un chiffre d'affaires de 150 à 300 millions d'euros qui échappe à l'administration française. Un vol organisé à grande échelle. La Guyane est truffée d'or, je veux dire, et ça apparaît comme un Eldorado, avec après le prix de l'or qui monte et qui flambe, cet Eldorado, les gens sont prêts à tout et à n'importe quoi, y compris à risquer leur vie, pour pénétrer clandestinement sur le territoire et extraire l'or pour pouvoir le ramener et l'exfiltrer. Et c'est vrai qu'après, la flambée de l'or a entraîné aussi une montée en puissance de l'immigration clandestine et de cette délinquance qui était l'extraction illégale. Sous la canopée, les gendarmes découvrent régulièrement de véritables villages faits de baraquements de fortune. On y vend de tout, de l'essence, de la nourriture, mais aussi des médicaments, de l'alcool et de la drogue. Dans les bars, les cantines ou les bordels, le français est bien souvent une langue étrangère. Axel May a enquêté sur les réseaux clandestins qui organisent ces trafics au cœur de la jungle. Partageant le quotidien des garimpeiros, il a vécu la violence de leurs conditions de vie. On va trouver des femmes qui sont souvent des prostituées, cuisinières le jour, prostituées la nuit. On trouve même des enfants. Il va y avoir le paludisme qui va se greffer à ça, transmis par les moustiques, dans l'eau stagnante des barrancs, donc les fossés où on récupère l'or. Et parfois vous avez des zones entières qui sont touchées parce qu'il se passe le palu entre eux et ils sont tous malades. Pour les orpailleurs qui respectent la loi, qui se sont installés officiellement en demandant des autorisations, les conditions de travail sont aussi difficiles. Ils sont à peine une vingtaine à exploiter des sites sur le département. Fabien Reynaud est un de ceux-là. Cet ingénieur des arts et métiers a été attiré par l'or de la forêt amazonienne. Il s'est implanté ici il y a 3 ans. Il travaille sans mercure, interdit depuis 2006. Et le site sera reboisé après la fin de l'exploitation. Fabien Reynaud et sa quinzaine d'ouvriers, tous brésiliens, vivent pendant plusieurs mois en vase clos à la recherche de l'or. C'est le mythe de la Guyane puisque dans mes mains j'ai environ 10 000 euros. Le seul point vraiment négatif, en tout cas en termes d'activité légale, c'est l'insécurité qu'entraîne cette valeur. Puisqu'il arrive assez régulièrement qu'il puisse y avoir des braquages, des gens qui sont justement attirés par l'attrait de l'argent facile, c'est-à-dire de le piquer à ceux qui se sont vraiment embêtés avec beaucoup d'efforts à le sortir de la terre. Et je me suis même fait braquer déjà sur ce site en février. C'est assez facile de la forêt de pouvoir se cacher et de regarder ce qui se passe. Et donc ils ont tout simplement attendu, ils m'ont braqué à la sortie de la mine avec 2 fusils et c'est imparable. Puisque j'ai moi-même choisi la solution de ne pas être armé pour justement éviter d'arriver dans des moments où ça tire dans tous les sens. Bon, dans ces cas-là, on lève les mains et on donne. À partir de 2002, en collaboration avec la police de l'air et des frontières et les douanes, la mission Anaconda est mise en place. Le code minier évolue et la loi autorise désormais les gendarmes à détruire le matériel de prospection saisi lors des interventions. C'est un mot qui sonne bien. Anaconda, c'est un serpent impressionnant que vous trouvez dans les cours d'eau, notamment en Guyane. Et ces opérations
Anaconda ont eu le mérite non seulement d'exister, et puis de montrer aux orpailleurs clandestins, voilà, l'État français est décidé à faire quelque chose contre vous. Ces opérations coup de poing sont menées par des spécialistes habitués à intervenir dans la jungle. Mais les autorités font aussi appel aux gendarmes mobiles et aux brigades territoriales comme celle de Mana. On est dans un contexte, lorsque l'adjudant Clavry arrive, de tensions de plus en plus importantes entre les clandestins et les gendarmes, parce que selon certains gendarmes, voilà, leur travail de sape contre l'orpaillage clandestin commençant à porter ses fruits, les clandestins forcément réagissent plus violemment. Il y avait notamment eu un tir contre un hélicoptère de la gendarmerie qui avait fait pas mal parler de lui, contre l'unique, à l'époque, l'unique hélicoptère de la gendarmerie. Lorsque la famille Clavry débarque en Guyane, la mission Anaconda bat son plein. Les gendarmes ont déjà mené plus d'une centaine d'opérations. Pourtant, les Garimperos ont toujours une longueur d'avance. Ils résistent à l'ordre républicain. Le chercheur d'or clandestin, qui est très débrouillard en forêt, va toujours arriver à faire quelque chose pour contourner l'obstacle que lui a mis l'autorité française. Ils se sont dit, on nous repère quand même pas mal. Donc plutôt que de faire une déforestation massive, en tout cas aux endroits où il y avait des exploitations d'or, on va essayer de pas trop abattre les arbres, comme ça on sera à couvert et plus difficilement repérable. Et c'est ce qui fait dire à certains, finalement, les opérations Anaconda, ça a été un gros coup de pied dans la fourmilière, ça fait beaucoup de bruit, et puis on se retrouve avec une multitude aujourd'hui, multitude de petits sites beaucoup plus difficilement localisables que l'étaient les grands sites à l'époque où il y avait des villages entiers. Je me souviens d'une phrase qui m'avait marqué, tenue par un patron des douaniers à l'époque, qui m'avait dit, oui, l'Anaconda, aujourd'hui, c'est devenu un lombric, c'est devenu un ver de terre. Pour étrangler l'approvisionnement des chantiers, les gendarmes multiplient aussi les barrages sur les fleuves. Mais pour l'État français, la bataille pour le contrôle de l'or est loin d'être gagnée. Le journaliste Laurent Marot est un spécialiste de la lutte contre l'orpaillage illégal. Il a suivi plusieurs opérations Anaconda, mesurant lui aussi leurs limites. Les autorités se disent les clandestins contournent les barrages, donc on va patrouiller dans la forêt. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est une patrouille par jour, peut-être deux. Et les clandestins, ils surveillent, ils ont des sentinelles qui surveillent les mouvements des militaires et des gendarmes. Par conséquent, comment maîtriser une fourmilière avec si peu d'hommes en forêt? Une fourmilière, c'est-à-dire en fait des gens qui crapahutent dans la forêt, qui souvent la connaissent mieux que vous, et qui sont plus nombreux, et qui vous observent. Pas évident donc de réussir à gagner ce combat-là dans ces conditions. Il y a des gendarmes qui disaient, le jour où il y aura un décès, peut-être qu'on aura quand même vraiment pris conscience de la difficulté que c'est de lutter contre l'orpaillage clandestin et la relative dangerosité que peuvent représenter les Garimperos. Alain a fait partie d'une opération Anaconda, donc c'est vrai qu'il a touché là du doigt, il a vu le cœur de ce que pouvait être la Guyane et le fléau que les gendarmes vivent au quotidien, mais pour lesquels ils ne sont pas préparés. Malgré la ruée vers l'or, malgré la violence qui l'accompagne, Mana reste une petite bourgade tranquille. Le quotidien des gendarmes de la brigade se résume au règlement de problèmes de voisinage, de sécurité publique et d'infractions à la circulation routière. La mort d'Alain Clavry est un événement qui marque à jamais l'histoire de Mana. Mais les gendarmes sont des militaires et l'armée, la Grande Muette, a ses règles à laquelle elle ne déroge jamais. Aucun des hommes de la brigade n'est autorisé à parler. Thierry Costa, celui qui était sur la pirogue avec Alain Clavry, pas plus qu'un autre, ne peut témoigner dans les médias. Alain, voilà, à part les démarches administratives dans lesquelles il se débattait et qu'il ne supportait pas, le côté humain avec ces hommes et sur le terrain, il adorait ça. Il ne partait jamais, il ne envoyait jamais ses hommes sur un endroit où il y avait des risques sans être à la tête. Voilà, c'était son... Et derrière, il y avait du répondant. C'est vrai que ces hommes l'appréciaient énormément. Oui. Oui. Ils n'ont pas perdu un collègue ou un commandant de brigade, ils ont vraiment perdu un ami. L'adjudant Clavry, effectivement, jouissait d'une très bonne réputation au niveau de la commune. Il faisait l'objet d'une grande sympathie. Contrairement à d'autres, il s'était bien intégré à la commune, sa femme et ses enfants. Il venait assister à nos fêtes, ce que d'autres ne faisaient pas ou ne font pas.
un des jours où il nous a reçus avec les chefs coutumiers amérindiens et Bushinengue, sa capacité à mettre tout ce monde à l'aise, et la surprise de ces chefs coutumiers de se retrouver en face d'un gendarme et d'avoir à parler assez librement, ce qui n'avait été jusqu'alors pas le cas. Il avait un contact très très facile aussi avec les gens qu'il pouvait côtoyer, qui étaient dans le besoin ou en situation de détresse, parce que ce sont des vrais assistants sociaux, nos gendarmes. Ils savent faire ça aussi. Les apparences sont parfois trompeuses. Sous la torpeur de l'Équateur, la violence n'est jamais très loin. Quand il arrive ici, Alain Claverie est sensibilisé à la lutte contre l'orpaillage clandestin par ses collègues de Saint-Laurent-du-Maroni. À la tombée de la nuit, le trafic sur le fleuve prend régulièrement de l'ampleur. La surveillance doit être accrue. C'est vrai que le soir, même moi, il m'avait fait remarquer, on entendait des pirogues passer. C'était pas des balais non plus incessants, mais on pouvait entendre 3-4 moteurs sans les voir. Personne n'était dupe, tout le monde savait que c'était des Surinamais qui remontaient la mer et le long du fleuve pour alimenter des sites clandestins d'orpaillage. Et chaque soir, moi j'habite près du fleuve à Mana, c'était 4 à 5 pirogues qui passaient avec d'énormes fûts de carburant surtout, c'était quasiment des pétroliers, avec des moteurs de plus de 100 chevaux, entre 80 et 120 chevaux. Donc tout de suite on pouvait constater qu'il s'agissait de pirogues transportant des produits importants pour les chercheurs d'or. L'adjudant Claverie transmet l'information à ses collègues de Saint-Laurent qui envoient sur place un spécialiste de la lutte contre l'orpaillage clandestin, l'adjudant Thierry Costa. L'adjudant Costa, donc la veille du 7 janvier, était sur la plage d'Awala-Yalimapo où il a passé la nuit à écouter et à repérer donc, le nombre de pirogues qui pouvaient remonter le long de la Mana. Le lendemain matin, donc le 7 janvier, il est rentré de la plage et il a amené les croissants. Et là, il a fait part donc, de tout ce qu'il avait entendu durant la nuit. Et pendant leur café, ils ont entendu passer une pirogue. Pour eux, ça ne faisait certainement aucun doute que c'était un clandestin. Et c'est là qu'ils ont pris la décision par la route d'intercepter la pirogue et de la contrôler pour voir ce qu'elle contenait. Il faut réagir vite. Alain Claverie prend la route pour se rendre au pont de Sosaba. Il va devancer d'une petite heure la pirogue. Un temps précieux pour préparer l'arraisonnement dans les meilleures conditions. Il ne peut se permettre d'attendre la mise à l'eau du bateau de la gendarmerie. Il y a urgence. La pirogue, je l'ai rarement vue dehors, la pirogue de gendarmerie. Déjà, il faut mettre le moteur dans un local fermé à clé pour éviter les vols, parce qu'il est déjà arrivé que dans des brigades de gendarmerie, des moteurs soient volés par des Surinamais, par des clandestins, ils sont à la recherche. Donc voilà, même les gendarmeries ne leur font pas peur, ils vont voler. Le fleuve est dangereux. Piloter une pirogue ne s'improvise pas, particulièrement quand elle est chargée de bidons d'essence. Les gendarmes ont bien un brevet de navigation, mais Alain Claverie sait qu'en prenant la barre d'une embarcation lourde et du coup peu maniable, il prend un risque considérable. Il n'y a pas si longtemps, la brigade de Mana comptait encore dans ses rangs des piroguiers locaux, habilités à piloter sur le fleuve. Un temps révolu. C'est vrai que là, brigade au bord du fleuve, pas de piroguiers à disposition. C'est vrai que voilà, ça paraît aberrant justement. Depuis mon enfance, j'ai connu des piroguiers à la gendarmerie. Il y avait des piroguiers et lorsque les gendarmes partaient en mission, les piroguiers emmenaient les gendarmes dans la pirogue de la gendarmerie. Et depuis quelque temps, il n'y a plus de piroguiers à la gendarmerie de Mana. Et paradoxalement, au moment où les missions sur la Mana deviennent dangereuses, complexes, parce qu'il y a l'orpaillage clandestin, c'est à ce moment-là que l'administration ne remplace pas les 2 Amérindiens qui étaient piroguiers à la gendarmerie. Leurs statistiques, ils ont dû se dire que bon, maintenant c'est calme, ça sert à rien de garder ce personnel. Moi, je l'ai conçu à l'époque comme une erreur, pas seulement stratégique, une erreur tout court, parce que 4 gendarmes qui sont pas du coin, qui sont pas de la commune, qui se retrouvent dans une brigade et qui n'ont pas de personnel local,
c'est un lien coupé déjà avec la population locale. Evelyne Claverie retrouve le corps de son mari à la morgue de l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai pu dire au revoir à Alain ce jour-là. Et après, plus rien ne m'est appartenu. Tout s'est enchaîné, les hommages, La mort de l'adjudant Claverie marque l'histoire de la lutte contre l'orpaillage clandestin en Guyane. François Barouin, alors ministre de l'Outre-mer, fait le voyage depuis Paris pour présenter au nom de la France ses condoléances à la famille et afficher la détermination de l'État. À titre posthume, l'adjudant Claverie est décoré de la médaille militaire et de la médaille d'or de la gendarmerie nationale, promu major. Léon Bertrand, ministre du Tourisme mais aussi maire de Saint-Laurent-du-Maroni, est présent aux côtés de François Barouin. Il exige que l'État français s'engage à éradiquer l'orpaillage illégal. Ici, il y a une délinquance tout à fait particulière qui demande des moyens extraordinaires. Les moyens normaux que nous avons déployés jusqu'à présent ne suffisent pas. Et j'ai bien envie de dire que la Légion vraiment me paraît être aujourd'hui un des moyens à utiliser pour pouvoir compléter l'action de la gendarmerie, de la PAF, de la douane et des escadrons mobiles. Léon Bertrand se souvient de la guerre civile qui a ravagé le Suriname voisin. De 1986 à 1990, les habitants de sa commune, située à moins de 2 km de la frontière, ont vu débarquer sur leurs rives des milliers de réfugiés fuyant les combats. Ils s'installent alors dans des bidonvilles avec dans leur sillage des miliciens qui utilisent ces endroits comme base arrière de leur rébellion. Des quartiers entiers en périphérie de la ville deviennent dangereux. L'insécurité est palpable. Pour rétablir l'ordre, la population de Saint-Laurent-du-Maroni avait alors obtenu le déploiement le long du fleuve de la Légion étrangère. Dès le lendemain des obsèques, Léon Bertrand est interpellé par Michèle Alliot-Marie, alors ministre de la Défense. Pour elle, pas question de mobiliser les légionnaires pour lutter contre l'orpaillage clandestin. Léon, j'ai entendu tes déclarations. Pour moi, tant que je serai ministre, il n'est pas question du tout de mettre à côté des gendarmes des légionnaires. Ce sont des corps qui sont complètement différents, régis par des règles complètement différentes et je n'envisage pas cela du tout. Cela ne peut se faire, on ne peut mobiliser les légionnaires qu'en temps de guerre et la lutte contre l'orpaillage clandestin n'est pas une guerre. Léon Bertrand compte sur François Barouin pour défendre ses arguments. François Barouin dit, bon, écoute Léon, tu as demandé quelque chose, mais bon, tu sais bien que la Légion est affectée pour la surveillance de Kourou, et par conséquent, on ne peut pas envisager cette affaire. Mais en disant ça, malheureusement, il a créé un choc au niveau de la population, qui s'est dit, mais à quoi ça sert dans ces conditions? Ça veut dire que nous sommes moins qu'une fusée, parce qu'il faut finalement donner plus de protection à une opération commerciale qu'à la vraie population de Guyane. Et malheureusement, c'est une réponse très maladroite qui n'a pas du tout été acceptée par la population. La jungle est la meilleure des caches pour le responsable de la mort du gendarme Claverie qui a peut-être même déjà quitté le territoire français. La section de recherche de Saint-Laurent-du-Maroni se lance aux trousses du fugitif. En attendant la nomination d'un juge d'instruction, les enquêteurs travaillent sous la direction du procureur de la République, Claire Lanné. Les investigations ont été diligentées des chefs en fait de ce qu'on appelle coups mortels, c'est-à-dire coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. On a déjà l'autre gendarme, Costa, qui est un témoin direct, qui peut donner des descriptions, et puis après, tous les services de gendarmerie sur l'ensemble du département se mettent en œuvre pour tenter d'obtenir du renseignement. Les enquêteurs retrouvent dans leur fichier traces de 2 Maodo, 2 frères, Annie Mestre et Ramon, connus aussi sous les surnoms de Big et de Koné. Figurent également plusieurs photos prises lors de précédentes interpellations. Certains témoins croient y reconnaître le piroguier. Même si les clichés semblent différents, ils ont tous été associés au seul Annie Mestre. Un mandat d'arrêt est donc délivré le 26 juillet 2006 contre Annie Mestre Maodo.
En septembre 2006, le piroguier est localisé sur l'île Portal où vit une partie de sa famille. Situé à une vingtaine de minutes en pirogue de Saint-Laurent-du-Maroni, l'endroit est connu pour être le refuge des contrebandiers qui approvisionnent les sites d'orpaillage de l'Ouest guyanais. La gendarmerie avait réussi à apprendre et à savoir que le suspect allait revenir sur le territoire national et était donc systématiquement à l'affût pour tenter, dès qu'il poserait le pied sur le territoire national, de pouvoir tenter de localiser, de l'interpeller. Donc il y a eu plusieurs semaines d'attente, il y a eu plusieurs tentatives qui se sont révélées infructueuses, jusqu'à ce jour du mois de septembre où effectivement, lorsqu'ils sont intervenus, il était là et c'était une bonne interpellation qui s'est réalisée. Le 15 septembre 2006, l'auteur présumé de la mort du gendarme Clavry est arrêté à Saint-Jean-du-Maroni. Le suspect est en compagnie de 2 hommes. Le premier précise que le prévenu lui aurait fait des confidences sur sa responsabilité dans le naufrage de la pirogue des gendarmes. Le second annonce aux enquêteurs qu'il le connaît sous le nom de Ramon Maodo et qu'il est là pour lui acheter un moteur. Le mandat d'arrêt est au nom d'Animestre Maodo. C'est pourtant bien son frère Ramon qui est arrêté ce jour-là. Il se dit victime d'une erreur et même d'un complot. Il aurait été balancé par celui qui a organisé ce rendez-vous avec les gendarmes. Pourquoi est-ce qu'il aurait été balancé? Pour une raison très simple, c'est que suite au meurtre du gendarme Clavry, ses collègues ont mis d'énormes moyens pour tenter de retrouver le meurtrier. Ça a fortement déstabilisé les trafics, parce que c'était du contrôle systématique de toutes les personnes qui pouvaient paraître suspectes. C'était de la prise de renseignements sur les trafics, sur les allées-venues de marchandises. Tout ça, c'est quelque chose qui ne facilite pas le travail des orpailleurs clandestins et de ceux qui les alimentent. Donc, il y en a tout un tas qui trouvaient un intérêt à ce que l'enquête aboutisse rapidement. Et est-ce qu'ils ont balancé le bon ou est-ce qu'ils en ont balancé un pour que les choses se calment? Ça, on ne le sait pas. Le suspect est confronté à l'adjudant Costa. Et à ses yeux, il n'y a aucun doute possible. Celui qui a provoqué la mort de son collègue est bien devant lui. Sur sa carte d'identité, un nom, Ramon Maodo. Jean-Jacques Planchon était à l'époque régulièrement appelé à siéger à la cour d'assises de Guyane. En tant qu'avocat général, il a étudié dans le détail le dossier Maodo. Costa avait gardé cette image du piroguier dont il savait que c'était à l'origine de la mort de son collègue. C'est une image qui était gravée en lui au plus profond de son être. Et quand il a croisé ce regard lors d'interpellation à Saint-Jean, il y a eu une sorte d'éclair entre les deux. Et il nous a raconté que justement quand ils se sont croisés, ils se sont tout de suite reconnus. Quoi qu'en dise M. Maodo. Conduit devant le juge d'instruction qui le met en examen, Ramon Maodo affirme qu'il est innocent. Il désigne son frère comme coupable. Les frères Maodo sont encore petits lorsque leur famille fuit la guerre civile du Suriname pour s'installer sur l'île Portal. Comme la plupart des autres réfugiés surinamais, la famille Maodo n'est jamais repartie. Au fil du temps, à la faveur de la ruée vers l'or, de plus en plus de Surinamais ont été recrutés par les garimpeiros brésiliens pour assurer le ravitaillement des sites d'orpaillage clandestins. Et le transport de gasoil constitue une activité très lucrative. Dès l'adolescence, les frères Maodo se livrent à toutes sortes de petits trafics sur le fleuve, seul moyen pour eux d'échapper à la misère. La guerre du Suriname a fait beaucoup de dégâts. Pendant des années, entre 1986 et 1992, donc pendant 6 ans, beaucoup de gamins ont vécu dans les camps de réfugiés. Et ces gamins, après 92, ont été lâchés dans la nature. Beaucoup sans parents, parce que leurs parents ont été massacrés pendant la guerre du Suriname, d'autres sans être allés à l'école, d'autres sans formation. En 92, on a mis en place une politique de retour qui consistait à donner un peu d'argent et qu'ils regagnent leur pays. En réalité, personne n'est reparti. Tout le monde est resté avec ce peu d'argent et s'est débrouillé comme il a pu. Sur le fleuve, tout le monde se connaît. Pas très difficile de retrouver la famille Maodo. Bati est la maman de Ramon. Depuis le jour de l'arrestation, elle clame l'innocence de son fils. Je ne le connais pas comme un délinquant. Son père lui a appris à chasser et à se débrouiller pour vivre en forêt. Il n'a jamais eu de problème ni au Suriname ni en France. Et un jour, j'apprends qu'il a été arrêté.
Je dis à mon fils, courage. Je prie tous les jours Dieu pour qu'il s'en sorte et pour que cette histoire soit tirée au clair et qu'avant mon dernier jour, je puisse le revoir. Je pense à lui le soir et j'ai du mal à dormir. Cayenne, 24 septembre 2007. Le procès de Ramon Maodo s'ouvre devant la cour d'assises de la Guyane. Dans le contexte particulier de la lutte contre l'orpaillage clandestin, la justice veut faire de ce procès un exemple et envoyer un message fort au Garim Perros. On ne peut s'attaquer impunément aux représentants de l'État français. Le début du procès, je peux enfin mettre un visage sur la personne qui était sur la pirogue. Et le responsable, à mes yeux, de notre situation aujourd'hui et du décès d'Alain. Donc je le fixe, je ne le vois que de profil, mais lui ne peut pas me voir et ne tourne jamais la tête. Donc, mais bon, après, je me dis que c'est cette dernière personne qu'Alain a vue, lui et Thierry, et voilà, et c'est une personne responsable de sa mort, mais à mon égard, il était assez fuyant, oui. Il s'est retourné pour dire en taki-taki qu'il était désolé de ce qui était arrivé à Alain, mais qu'il n'était pas responsable de la mort d'Alain. Dans la petite salle de la cour d'assises, deux mondes s'affrontent. D'un côté, une veuve et des gendarmes qui représentent la France métropolitaine et qui n'attendent qu'une seule chose, que l'accusé assume enfin les conséquences de ses actes. De l'autre, un piroguier surinamais qui ne parle pas français et qui a bien du mal, malgré un interprète, à suivre les débats. Son avocat veut croire en l'innocence de son client. La personne que j'ai défendue, c'est bien Ramon Maodo. C'est le petit frère de Animestre Maodo, dit Koné. Et ce Koné en question, c'est certainement un personnage beaucoup plus, je dirais, entreprenant, beaucoup plus solide psychologiquement, socialement, que ce Ramon Maodo, qui est quelqu'un de fragile, quelqu'un de très simple, qui subsiste en faisant du petit transport entre Albina et Saint-Laurent-du-Maroni. Sur l'insistance de la défense qui crie à l'erreur judiciaire, le président de la cour d'assises va consacrer la première journée des débats à tenter d'éclaircir la confusion d'état civil. Ramon ou Animestre? Animestre ou Ramon? L'important est de savoir si la personne présente dans le box des accusés est bien celle qui a fait chavirer la pirogue dans laquelle se trouvait l'adjudant Claverie. Il y a eu un certain nombre de personnes, également celles qui, le long du fleuve, ont vu apparaître tout d'un coup un piroguier sans pirogue et un piroguier très mouillé, leur disant qu'ils venaient d'avoir un problème sérieux avec des gendarmes. Bon, là, il y avait un faisceau de témoignages, si vous voulez, sur la reconnaissance physique d'une personne, et là, les témoignages au vu de la procédure, et ça n'avait pas non plus échappé au juge d'instruction, étaient relativement, on va dire ça comme ça, quand même relativement formels. La défense soulève un autre problème, l'absence au procès de la quasi-totalité des témoins. À part les 3 gendarmes présents le jour du drame, seule une personne sur les 14 ayant déposé lors de l'instruction a fait le déplacement jusqu'à Cayenne. C'est ça qui crée le malaise. On a un dossier avec des témoignages qui tendraient à prouver que la personne qui est dans le box des accusés est bien celle responsable de la mort d'Alain Claverie, mais personne à la barre pour confirmer. Personne à la barre à qui on peut poser des questions, à qui les avocats peuvent conforter ou réfuter les accusations qui sont portées. Il y a pas mal de gens habitant le fleuve, ça c'est tout à fait clair, qui ne sont pas venus témoigner en personne à l'audience. Ça c'est tout à fait vrai. J'allais dire que c'est une constante des procès en Guyane. Vous avez certaines personnes qui sont en situation irrégulière et ces personnes-là ne sont pas follement enthousiastes à l'idée d'aller témoigner devant une cour d'assises à Cayenne où vous avez une bonne partie de la salle composée de gendarmes et de services d'ordre. Je veux dire, vous dites toujours qu'est-ce qui va se passer si on me demande des papiers. Donc tout ça, c'est légitime et humain. Les 3 gendarmes reconnaissent eux aussi formellement l'accusé. Mais entre problèmes d'identité et absence de témoins, doute et malaise s'installent dans la salle d'audience. Dans tout procès d'assises, on a toujours un moment comme ça où les choses basculent.
Et je crois que c'est le témoignage de l'adjudant Costa qui, à mon avis, a fait basculer ce procès. Parce que juste avant, il y avait encore le doute sur l'identité. Et quand ce gendarme Costa est venu à la barre et a fait cette déclaration-là avec l'émotion, on imagine ce mec d'un mètre 90, les larmes aux yeux, la voix qui tremble et qui dit « c'est lui qui était là ce jour-là, je vous assure que c'est lui ». À ce moment-là, la vérité judiciaire paraissait évidente pour tout le monde. Le 26 septembre 2007, après 3 jours de débat, le verdict tombe. 10 ans de prison ferme, c'est la sentence du jury à l'encontre d'Animestre Maodo, connu aussi sous le nom de Ramon Maodo. Des identités multiples qui ont été au cœur des débats. Une enquête aux multiples imprécisions, mais comportant des témoignages implacables, comme celui du gendarme Costa, le seul témoin du drame. Un témoignage unique et c'est peut-être cela qui gêne dans ce procès. Tous les témoins sont introuvables. Entre la théorie du complot d'un prévenu que l'on confond avec son frère, le jury a tranché en se basant sur les éléments du dossier. Pour la veuve de la victime, justice a été rendue. Mais la vérité a été faite, je crois. Donc, je ne crois pas, j'en suis sûre. Ça sera moins de commencer à faire votre deuil. Peut-être, oui. Oui, tout à fait. La défense fait immédiatement appel, mais comme en première instance, dans l'esprit des jurés, le doute sur l'innocence de Ramon Maodo est balayé avec le nouveau témoignage du gendarme Costa. Le 16 octobre 2008, la cour d'assises de Guyane confirme la première décision de justice. Ramon Maodo est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Le pourvoi en cassation formé par la défense de Ramon Maodo est rejeté le 12 novembre 2009. Il exécute sa peine au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, dans la banlieue de Cayenne. Le 8 février 2011, Ramon Maodo meurt dans sa cellule. Il allait avoir 28 ans. Malade, il était sous traitement médical. L'expertise a conclu à une mort naturelle. Au-delà de cette affaire et du drame familial, il y a aussi le procès quelque part, j'ai envie de dire, d'une lutte à armes inégales. D'un côté l'or et ses réseaux mafieux, clandestins, de l'autre des gendarmes souvent sans grands moyens qui luttent comme ils peuvent. Est-ce que vous avez eu ce sentiment aussi d'une guerre dont le gendarme Clavry a été l'une des victimes? Tout à fait, Justine. Ce procès a mis en lumière à la fois le travail difficile et périlleux des gendarmes. Il met aussi en exergue, vous l'avez dit, le manque de moyens alloués à ces militaires pour lutter face à des clandestins, à des orpailleurs clandestins, ou des trafiquants qui, eux, semblent avoir des moyens financiers inépuisables. Ça a été un gros mouvement au décès d'Alain. C'est sûr que là, on s'est insurgé. Donc, mais qu'est-ce qu'un petit gendarme sur un sol guyanais peut faire s'il n'est pas aidé en amont? Est-ce que la France a vraiment envie de s'investir contre l'orpaillage? La mort d'Alain Clavry est suivie d'une augmentation des actes de violence contre les forces de l'ordre. Le 11 février 2008, le président Sarkozy prend lui-même le dossier en main. Il se rend en Guyane pour annoncer le lancement d'une nouvelle mission, l'opération Harpie. Pour la première fois, aux côtés des gendarmes sur le terrain, les forces armées de Guyane vont participer à la lutte contre l'orpaillage clandestin. Mesdames et messieurs, la République va engager sur le territoire de la Guyane 1000 hommes dans cette opération qui utilisera des matériels faisant appel à des technologies jamais utilisées en Guyane. Cette mission durera aussi longtemps qu'il le faudra. Si quelques irréductibles n'ont pas compris que la Guyane, c'est la France, et que la France, on la respecte, nous allons le leur faire comprendre. La terre de Guyane ne sera plus violée impunément. Dans son discours de Camopi, le président de la République est fidèle un peu à son image d'homme d'action et il est très volontariste. Nous allons envoyer dans la forêt guyanaise 1000 hommes. On ne violera plus la terre de Guyane impunément. Les clandestins ne franchiront plus les barrages des gendarmes impunément. Autrement dit, nous allons sévir. Et c'est de l'affichage. Parce qu'au fond, il y avait déjà des hommes, des militaires, des gendarmes dans la forêt guyanaise. Donc on atteint un total de 1000, ça fait à peu près un doublement de l'effectif. Mais on est encore très loin du compte pour pouvoir
véritablement atteindre les objectifs du président, et c'est-à-dire de bouter ces clandestins hors de la forêt guyanaise. On en est loin, à tel point que, au bout de 3 mois, le dispositif il saute parce que visiblement, d'après des sources que j'ai, il n'avait pas été vraiment prévu au niveau budgétaire, ce dispositif. Et donc, il ne dure que 3 mois. On lève les barrages et les clandestins à nouveau franchissent les fleuves plus facilement. La guerre de l'or montre enfin son vrai visage. Les chantiers illégaux doivent tourner sans interruption, jour et nuit. Les cours de l'or flambent et les commandes ne cessent d'augmenter. L'activité est en passe de s'industrialiser. Pour échapper aux pirogues des gendarmes, les garimperos s'équipent de moteurs toujours plus puissants et n'hésitent plus à éperonner les forces de l'ordre. Une véritable course à l'armement que la mission Harpie a bien du mal à contenir. La nuit, le danger est maximum. En fait, c'est une guerre qui ne dit pas son nom. C'est le seul théâtre opérationnel en territoire français. Ça, c'est un officier de l'armée qui m'a dit cette phrase. Voilà, on est ici en Guyane dans le seul théâtre opérationnel, puisqu'il s'agit pour l'armée d'assister les gendarmes, de faire de la logistique, mais dans le cadre d'une action réelle. Là, c'est pas des manœuvres. En février 2010, une seconde mission Harpie est lancée, avec plus de moyens encore et sans limitation dans le temps. Chaque jour, 250 gendarmes et 750 militaires sont présents en forêt et sur les fleuves. Aujourd'hui, au pont de Sosaba, à quelques kilomètres de l'endroit où est mort Alain Claverie, un poste de contrôle permanent a été installé. Il est occupé par une quinzaine de gendarmes mobiles venus de métropole pour une mission de quelques mois. Ils surveillent le fleuve 24 heures sur 24. Un an après le lancement de cette seconde mission Harpie, les derniers renseignements fournis par la préfecture indiquent une baisse sensible du nombre de chantiers clandestins en forêt. Et plus d'1 millier de garimperos ont fait l'objet de poursuites judiciaires, avec pour beaucoup d'entre eux reconduite à la frontière. À la préfecture de Guyane, on se veut optimiste. Après 10 ans d'efforts, la lutte contre l'orpaillage clandestin commencerait-elle enfin à porter ses fruits? Depuis cette année, j'ai décidé d'accorder des autorisations d'exploitation minière à des sociétés métropolitaines, à des très grosses, cotées en bourse, à beaucoup d'artisans également guyanais, comme c'était aussi au siècle dernier ici aussi. Il y avait beaucoup d'exploitations minières comme cela, évidemment dans des conditions très surveillées, très contrôlées, qui restent respectueuses de l'environnement évidemment, qui permettent d'occuper, j'allais dire, le territoire, et souvent de se mettre à la place des garimperos, et de pouvoir à ce moment-là exploiter légalement l'or, et d'avoir un peu cette présence sur le terrain, et un peu nos sentinelles sur le terrain. C'est l'une des clés de la réussite et de la pérennité. Se réapproprier le terrain. Les quelques orpailleurs légaux ne souhaitent que cela. Ils espèrent développer une activité aurifère profitable à la Guyane tout entière. Mais ils sont loin de partager l'assurance des autorités sur la sécurité au cœur de la forêt amazonienne. Vu la superficie de la Guyane et le niveau d'activité des clandestins aujourd'hui, la quantité de gens, de réseaux, font que les moyens mis en œuvre qui ont été augmentés, certainement sont encore insuffisants. La forêt de Guyane, c'est bien la France. Les règles s'appliquent, mais je crois que c'est tellement grand que l'État a du mal à placer un homme derrière chaque arbre pour pouvoir la garder. Evelyne Claverie a dispersé les cendres d'Alain sur les terres de son enfance, là où ils se sont rencontrés, au pied des Pyrénées. Une nature sans doute moins violente et plus apaisante que la forêt amazonienne qui a participé à prendre la vie de son mari. On a dit aux enfants que leur père était un héros. Un héros de quoi? D'être mort, il est un héros. Enfin, quand on a 8 et 10 ans, on ne comprend pas qu'un héros soit quelqu'un qui soit mort. Or là, leur père est mort pour la France, pour une cause qu'il a défendue. Quand on voit aujourd'hui la lutte contre l'orpaillage en Guyane, il y a eu certes des progrès, mais aujourd'hui on ne peut pas dire que si Alain est mort en héros et est mort pour la France, c'est servi à grand chose. Et je ne pense pas que ce sera fait pour assurer les enfants qu'on leur dise encore que leur père est un héros de quoi.
L'histoire retiendra qu'un gendarme a disparu en mission et que sa veuve est toujours incapable d'expliquer à ses enfants le sens de sa mort. L'adjudant Claverie s'est mis en danger en essayant de faire respecter les règles d'un état de droit dans une forêt dont le sol est riche en or. Un métal si précieux que des hommes sont prêts à tout pour quelques pépites.